Merci, professeur Bégin. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça qu'on me dit 45 minutes. J'espère de respecter mon temps. Puis, entre-temps, comme vient de le dire Luc Bégin, bien, il y a eu le jugement de la Cour suprême, n'est-ce pas? Ça fait que je l'ai intégré dans ma présentation. Alors, vous voyez le plan de ce qui va être présenté là, sur le jugement de la Cour suprême, la loi 52 au Québec, qui a été votée, qui n'est pas encore appliquée, mais qui le sera en décembre 2015. Des définitions de certains termes qui sont souvent confondus, la comparaison des lois en Belgique, aux Pays-Bas. Pourquoi je me suis intéressée à ces deux pays? C'est parce que depuis 2001, ils ont légalisé l'euthanasie. Donc, il y a eu des études qui ont été faites et qui sont intéressantes du point de vue de l'application de la loi et de son interprétation. Les buts de la légalisation de l'euthanasie, la définition des... Moi, je me suis toujours posé la question, mais toujours pas éternellement, là, mais je me suis posé des questions autour des dérives. Alors, est-ce qu'il y a des dérives possibles et quelles sont-elles? Et puis maintenant que la loi est votée, mais je me dis, s'il y a des dérives, essayons donc de les limiter. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se préoccupe de la question dans ces deux pays-là. Ensuite, bien, je ferai une discussion éthique à partir de certaines théories qui sont particulièrement pertinentes et des principes éthiques. Et finalement, je termine par des recommandations. Alors, qu'est-ce que change le jugement de la Cour suprême? Beaucoup, parce qu'il y avait des articles du Code criminel qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la loi québécoise, notamment. Et donc, ce que la Cour suprême a présenté dernièrement, il y a une dizaine de jours, c'est le fait que l'article 241B et 14 sont considérés inopérants, puis dans un an, seront complètement suspendus. Qu'est-ce que ça disait, ces articles-là? Le 241B criminalisait l'aide au suicide avec une possibilité de 14 ans de prison. Et l'article 14, lui, disait qu'une personne ne peut pas consentir à ce qu'une autre personne lui donne la mort et que la personne qui le ferait aurait toujours une responsabilité criminelle si elle le faisait. Alors, qu'est-ce que permet la Cour suprême, en plus de dépénaliser, de retirer certains articles? Elle autorise l'aide médicale à mourir pour une personne capable qui consent clairement à mettre fin à sa vie et qui est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables. Mais là, vous voyez, entre parenthèses, là, et c'est textuel là, par rapport au jugement, ce que je vous montre là, ça inclut une affection, une maladie ou un handicap. Donc, c'est différent de ce que de la loi québécoise qui, elle, spécifie que la personne doit être en fin de vie. Alors, c'est beaucoup plus large ici. Donc, atteint de problèmes de santé graves qui lui causent des souffrances persistantes et qui lui sont intolérables en regard de sa condition. En plus, la Cour suprême s'est prononcée sur les deux ordres de gouvernement et a considéré que les deux ordres de gouvernement pouvaient légiférer dans ce domaine-là et qu'il n'y a pas d'exclusivité en la matière. Bien, dans la loi québécoise, on a voulu que l'aide médicale à mourir a défini dans la loi que l'aide médicale à mourir était un soin. Et l'idée là-dessous, c'est que les soins sont gérés par les provinces et non pas par le fédéral. Alors, c'est en réponse à cette stratégie, on pourrait dire, du Québec que la Cour suprême a dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité dans les compétences en cette matière. La loi 52, bon, bien, on utilise toujours le terme aide médicale à mourir, mais dans les faits, il s'agit d'euthanasie, c'est clair. Les autres pays ont utilisé le terme euthanasie pour désigner la même chose. Alors, défini dans la loi comme un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, alors ça, c'est propre au Québec, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Les critères d'accès dans la loi québécoise, la personne est assurée au sens de la loi de l'assurance maladie. Ça, c'est pour éviter le tourisme euthanasique. Elle est majeure et apte à consentir. Elle est en fin de vie. Elle est atteinte d'une maladie grave et incurable. Sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités et elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques
Physique ou psychique, on trouve ça aussi dans les lois belges et néerlandaises. Constantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elles jugent tolérables. Alors, qu'elles jugent tolérables, ça peut aller très loin. Aller en hébergement, ça peut être une souffrance intolérable pour une personne de son propre point de vue. Alors, il y a une possibilité de dérive là, ici à propos des souffrances psychiques. Je dois dire qu'aux Pays-Bas, il y a eu un arrêt de cour qui a précisé que la souffrance devait être en lien avec un diagnostic médical, ce qui n'existe pas en Belgique et on verra ici comment ça va se définir. Alors, la personne, elle doit, de manière libre et éclairée, formuler elle-même une demande médicale d'aide à mourir au moyen d'un formulaire qui est prescrit par le ministre. Et ce formulaire doit être daté et signé par cette personne. Il doit être signé en présence d'un professionnel de la santé qui, s'il n'est pas le médecin traitant, doit remettre le document au médecin traitant. Le rôle du médecin là-dedans, d'abord, c'est lui. L'infirmière ne peut pas le faire. C'est lui qui doit poser l'acte. Il doit accompagner la personne et être présent jusqu'à la fin. Il doit s'assurer du caractère libre, éclairé et réitéré de la demande. Dans la loi, c'est écrit que le médecin doit avoir eu plusieurs rencontres avec le patient qui a demandé l'euthanasie. Et donc, il doit aussi s'assurer de la persistance des souffrances. Il doit consulter les membres de l'équipe de soins, le cas échéant. Dans certains établissements, il n'y a pas vraiment d'équipe de soins. S'entretenir de la demande avec les proches, si le patient l'autorise. S'assurer que la personne a pu contacter les personnes avec qui elle souhaite s'entretenir. Obtenir l'accord d'un second médecin indépendant. Indépendant, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de relation hiérarchique entre les médecins, puis il ne doit pas non plus être un parent de celui qui demande l'euthanasie. Confirmant les critères d'accès et qui, lui, le second médecin, doit rendre un avis écrit. Il doit faire rapport à la commission qui va être instaurée pour examiner les rapports et au CMDP de son établissement. S'il ne le fait pas, il est susceptible d'amende allant de 1 000 à 10 000 $. Ça n'existe pas non plus dans les lois belges ou néerlandaises concernant l'amende, entendons-nous. Si le médecin refuse pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les critères d'admissibilité, il doit informer la personne qui le demande et il doit l'informer aussi de ses motifs. Puis il doit informer la direction générale de son établissement qui est responsable de trouver un autre médecin qui va accepter de le faire. Il y a eu un peu de désinformation à Radio-Canada le jour où le jugement est sorti, dans le sens qu'il y a une avocate qui disait que c'était le médecin qui devait chercher un remplaçant, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi. Dans tous les cas, tous les documents pertinents doivent être portés au dossier. Alors, quelques définitions, parce que souvent, on ne fait pas ces distinctions-là, ou en tout cas, ce n'est pas clair pour tous. L'aide au suicide, c'est clair, c'est la personne elle-même qui doit se suicider. Alors, c'est elle qui pose l'acte d'avaler le produit qui va être létal, qui va mettre fin à sa vie, le médecin lui fournissant le moyen. Des exemples, sous Rodriguez, il y a 22 ans, le jugement de la Cour suprême avait été bien différent dans le cas de Sue Rodriguez. Et Carter, qui est un cas quand même assez récent, cette dame-là est allée en Suisse, où Dignitas, qui est une association qui opère dans certains pays européens, fait de l'aide au suicide. Donc, elle, Mme Carter, est allée en Suisse. Et c'est un argument pour la Cour suprême aussi, qu'une personne, une Canadienne, soit obligée d'aller en Suisse pour obtenir l'aide au suicide. Donc, elle meurt prématurément parce qu'elle aurait pu vivre plus longtemps si elle était restée au Canada. L'euthanasie, c'est un acte qui consiste à mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne, autre que soi, pour abréger ses souffrances. Donc, c'est vraiment clair que dans toutes les lois qu'on connaît, seul le médecin peut le faire. Dans le cas Latimer, ici, évidemment, lui, il n'était pas médecin, c'est un père de famille qui avait décidé que sa fille, il avait mis fin à la vie de sa fille, qui devait subir une autre opération, qui était une personne qui était lourdement handicapée.
Dépénaliser, ça veut dire retirer les articles du Code criminel qui condamnent les pratiques d'euthanasie et d'aide au suicide. Alors, c'est ce que la Cour suprême vient de faire. Légaliser, c'est encadrer les pratiques d'euthanasie et d'aide au suicide dans une loi. C'est ce que le Québec a fait. Et institutionnaliser, c'est mettre en place des pratiques d'euthanasie et d'aide au suicide dans les institutions et les encadrer par des règles institutionnelles. En Belgique, par exemple, il y a certains établissements de santé, là, je ne parle pas des hôpitaux, mais des centres de soins pour personnes âgées qui refusent ou refusaient jusqu'à assez dernièrement de pratiquer des euthanasies. Alors, si on compare les lois aux Pays-Bas, en Belgique et au Québec, vous voyez que c'est assez semblable partout, que seul un médecin peut le faire. La définition abréger intentionnellement la vie d'une personne à sa demande, atteinte incurable et grave. En fin de vie, on voit que c'est juste le Québec qui spécifie ça. Elle est apte à participer au processus décisionnel, demande explicite, volontaire, éclairée, réitérée, etc. C'est pareil partout. Et éprouver des souffrances physiques ou psychiques insupportables, ça aussi, c'est la même chose. Juger insupportable par la personne elle-même, ça, c'est propre à la loi québécoise. Et elle peut demander des directives, de l'euthanasie dans des directives anticipées. On n'a pas ça au Québec actuellement, même si dans la loi sur les soins de fin de vie, il y a la possibilité de directives anticipées, mais on ne peut pas, dans la loi actuelle, demander l'euthanasie à partir de directives anticipées. Si on regarde maintenant l'aide médicale au suicide, ça existe aux Pays-Bas. Ça existe aussi en Belgique, mais ce n'est pas inscrit dans la loi. C'est la commission qui a décidé que ça pouvait se faire en autant que ça respecte les mêmes critères que pour l'euthanasie. Aux Pays-Bas encore, on voit que les jeunes de 16 à 18 ans peuvent y accéder avec l'assentiment des parents et de 12 à 16 ans avec le consentement des parents. Et depuis 1 an environ, en Belgique, on a ouvert la possibilité d'euthanasie aux enfants, sans limite d'âge, qui ont des souffrances physiques, donc il n'y a pas question de souffrance psychique ici, dont le décès est à brève échéance et qui sont capables d'en apprécier les conséquences avec l'accord des parents et de l'équipe médicale. Et ça, c'est en février 2014 que ça a été voté en Belgique. Faire une demande écrite, c'est propre au Québec aussi. Maintenant, la Belgique fait une différence entre la mort à brève échéance et la mort à plus longue échéance. Et quand c'est à plus longue échéance, là, il y a des conditions qui s'ajoutent. Il y a un deuxième médecin qui doit être consulté. C'est surtout là la différence. Et puis, dans tous les cas, les médecins doivent faire rapport, soit au coroner aux Pays-Bas ou directement à la commission en Belgique, comme ça va se faire ici. Ici, en fait, c'est les commissions. Si la commission et le CMDP jugent que les règles ou les critères inscrits dans la loi n'ont pas été respectés, ils doivent faire rapport au Collège des médecins. Pourquoi légaliser l'euthanasie? Pour respecter l'autonomie des personnes en fin de vie, pour plus de transparence dans les pratiques médicales et aussi pour opérer un contrôle des pratiques médicales en fin de vie. Qu'est-ce qu'une dérive? En fait, c'est un processus qui se déroule dans le temps. Alors, d'abord, on accepte qu'une pratique est éthiquement acceptable pour un groupe défini, mettons des personnes qui sont aptes, comme on retrouve dans toutes les lois, et graduellement, on est amené à ouvrir la possibilité d'avoir accès à cette pratique à d'autres groupes qui, eux, ne répondent pas aux critères initiaux. Alors, du point de vue des critères initiaux, ça n'apparaît pas éthiquement justifié. Ici, j'examine différentes possibilités de dérive, élargissement des critères inclus dans la loi, comme on vient de le dire, interprétation des critères légaux par les commissions, nombre d'euthanasies pratiquées par rapport à celles qui sont rapportées, et les groupes vulnérables. Alors, élargissement des critères dans la loi, bien, vous l'avez vu dans le tableau tout à l'heure. Initialement, ce sont les personnes aptes qui peuvent avoir accès à l'euthanasie, mais graduellement, on accepte que des personnes inaptes, devenues inaptes, mais qui l'ont demandé dans les directives anticipées, puissent y avoir accès, et les jeunes, dans le cas des Pays-Bas, et les enfants, dans le cas de la Belgique. Donc, on a une classe initiale de personnes aptes, mais graduellement, on ouvre. Et on peut avoir aussi même des raisons éthiques pour ouvrir
aux autres groupes. On va voir ça tout à l'heure. L'interprétation des critères légaux, bien, en fait, c'est que dans les deux pays, en Belgique et aux Pays-Bas, le pays voulait encourager les rapports, en fait, que les médecins rapportent, les euthanasies qu'ils ont fait, et en même temps opérer un contrôle. Ça fait que ils ont adopté une attitude plutôt formative avec les médecins, si bien que le médecin qui émet un rapport et qui pose certains problèmes de respect des critères, bien, soit ils s'entretiennent avec lui par téléphone ou ils le font venir sur place pour lui indiquer comment ça doit se faire à l'avenir, etc. Mais en Belgique, par exemple, il n'y a eu aucune poursuite devant les tribunaux depuis que la loi existe. En fait, moi, mon interprétation, c'est qu'ils surveillent les médecins qui respectent la loi, finalement. Parce que, vous allez voir tout à l'heure, il y a un pourcentage quand même important d'euthanasie qui ne sont pas déclarées. L'interprétation de la loi, bien, je l'ai mentionné tout à l'heure, le suicide assisté, il n'est pas dans la loi belge, mais les personnes qui font partie de la Commission nationale qui examine les rapports ont conclu que oui, le suicide assisté pouvait être légalement acceptable si les critères qui avaient été dictés pour l'euthanasie sont respectés aussi pour le suicide assisté. Alors, il y a une avocate qui fait partie de la commission qui a écrit un article pour justifier le fait que le suicide assisté pouvait être acceptable en autant que les critères d'accès à l'euthanasie soient respectés. Alors, cette personne-là est comme en conflit d'intérêts aussi, là. Et on s'aperçoit que les commissions font leur propre jurisprudence. D'ailleurs, si vous lisez les rapports belges, ils l'utilisent et ils considèrent que oui, c'est correct que la commission fasse sa jurisprudence. Donc, ça n'a plus rien à voir avec les tribunaux. L'interprétation du critère de souffrance intolérable et inapaisable, bien, c'est surtout, on peut dire que dans les résultats d'études, c'est comme les médecins qui sont les gardiens du système parce que les médecins consultants ou les membres des commissions ont une interprétation beaucoup plus large que les médecins de ce qu'est la souffrance. Alors, est-ce que ça cause des problèmes d'accessibilité et d'inéquité? Bien, je vous laisse réfléchir à ça, mais les médecins sont plus enclins à considérer la souffrance physique que la souffrance d'ordre psychique. L'argument du petit nombre, bien, si on dit que c'est juste 1% des décès, là, comme on peut le lire pour la Belgique ici, ça a l'air peu, mais quand on regarde que c'est 1133, bien, ça donne une impression autre que le petit pourcentage. Et on voit ici, ça c'est en 2011, ça correspond à 2,9% des décès aux Pays-Bas, là, et pour 3695 euthanasies déclarées. Il faut préciser déclarées. Alors, si on regarde la progression à partir de 1995, voyez-vous que aux Pays-Bas, l'euthanasie se pratiquait à domicile de très longue date, puisque dès 1984, ils ont émis des balises pour encadrer les pratiques à domicile. Alors, quand je dis « ils », ce sont les tribunaux, les associations médicales et le gouvernement. Donc, ça, c'est en 1984. Donc, ça existait déjà. Et ici, on a la statistique pour 1995. Puis, on voit qu'à partir de la loi date de 2002. Puis là, en 2005, ça a baissé un peu. Et le rapport de 2008 et au moins 4-5 autres résultats de recherche disent « Ah, il n'y a pas de dérive parce que ça baisse ». Sauf que c'est à peu près en 2005 que les médecins se sont mis à faire de la sédation palliative continue. Si on additionne les euthanasies avec la sédation palliative continue, ça ne diminue pas, c'est clair. Je ne veux pas dire que la sédation palliative continue est de l'euthanasie par ailleurs. Mais c'est contesté, là, les avis sont partagés là-dessus. Alors, on voit quand même l'augmentation du nombre ici, et ça inquiète les commissions dans les deux pays qu'il y ait une augmentation aussi forte d'année en année. Et si on regarde les chiffres pour la Belgique, bien, eux, ils font des rapports bisannuels, là. Alors, c'est pour ça que vous pouvez les consulter sur Internet, les rapports, ils sont disponibles.
Alors, on voit la progression. C'est intéressant de voir que les 80% des rapports sont faits en néerlandais et 20% en français en Belgique. Alors, on se pose la question, est-ce que les médecins francophones font moins d'euthanasie ou les déclarent moins? C'est probablement les deux. Et ici, c'est intéressant de voir le pourcentage des cas qui sont rapportés par rapport aux cas qui ne le sont pas. Comment ils arrivent à faire ça? C'est que de longue date, vous voyez déjà en 90, le gouvernement néerlandais avait demandé à des chercheurs de faire des études indépendantes sur les cas d'euthanasie. Et donc, ils ont réussi à avoir un taux de réponse de 80 %, ce qui est statistiquement très bon, parce qu'ils garantissent la confidentialité et ils garantissent aux médecins que ces réponses ne peuvent pas servir à des poursuites. Alors, on voit qu'il y a quand même une nette progression là, de 1990 à 2010, là, mais encore en 2010, il y a 77 % des euthanasies qui sont déclarées. Donc, ça veut dire qu'il y en a 23 % qui ne le sont pas. Donc, et puis, on a les chiffres qui correspondent. Ici, c'est le même genre d'étude pour la Belgique, mais c'est fait en Flandre. La Flandre, c'est le côté de la Belgique qui touche aux Pays-Bas, n'est-ce pas? Et c'était la Flandre, surtout, qui souhaitait une légalisation de l'euthanasie. Même que les médecins belges ne voulaient pas participer à toutes les démarches, contrairement à ce qui s'est passé au Québec, où c'est le Collège des médecins qui a demandé une loi. Alors ici, ce qu'on peut voir, d'abord, le résultat de son étude, le chiffre, c'est qu'il y a à peu près 50 % des euthanasies qui sont déclarées. Et ça, c'est à partir de l'étude des certificats de décès et des questionnaires de 2007. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est... je peux me servir de ça, la petite... oui. Ce que vous voyez ici, c'est la différence entre les cas rapportés et les cas non rapportés. Alors, il y a plus de consultations en soins palliatifs pour les cas rapportés. Voyez-vous ici, 46 par rapport à 21, ou si on regarde les pourcentages, 63 par rapport à 33 %. Les euthanasies déclarées sont faites utilisant un relaxant musculaire et un barbiturique, ce qui est recommandé par les commissions et par l'Association des pharmaciens, alors que les euthanasies non déclarées sont faites surtout avec des opioïdes et des sédatifs, donc la morphine. Et puis, dans les deux pays, ils ont tenté de changer la culture parce que ce n'est pas recommandé d'utiliser la morphine pour faire des euthanasies. Alors, les cas non rapportés utilisent surtout la morphine, là, vous voyez, dans 90 % des cas. Alors, dans les cas rapportés, on utilise un relaxant neuromusculaire et un barbiturique dans 95 % des cas. Alors, l'autre remarque importante, c'est que dans le cas de l'euthanasie, c'est le médecin qui le fait. Et dans le cas des cas non rapportés, c'est souvent, quand même ici, 41 % des cas où c'est l'infirmière qui le fait. Pourquoi certains cas ne sont pas rapportés? Parce qu'ils ne sont pas perçus comme étant de l'euthanasie. En fait, il y a eu comme une espèce de déformation parce que dans les enquêtes qu'ils ont faites aux Pays-Bas, on ne fait pas vraiment de distinction entre un soulagement de la douleur conforme aux pratiques médicales et une augmentation des doses qui aboutit à de l'euthanasie. Ça fait que dans l'utilisation des opioïdes, on n'est pas capable de distinguer finalement ce qui est le soulagement de la douleur et puis vraiment d'euthanasie où on utilise avec intentionnellement une surdose pour faire mourir la personne. Ça fait que l'acte non perçu comme étant de l'euthanasie, ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi, là. Fardeau administratif, ici, c'est quand même assez important en Belgique. Doute concernant le respect des règles, entente privée entre le médecin et son patient.
Dans le résultat de cette enquête-là, il n'y a rien qui est mentionné pour la Belgique, mais dans d'autres résultats d'enquête, il y a comme 30 quelquefois des médecins qui pensent que c'est une entente privée, donc qui n'ont pas nécessairement à déclarer. En fait, moi, j'ai lu dans des résultats d'études qualitatives où le médecin dit, bien, si la famille ne veut pas poursuivre, moi, je ne déclare pas. Et des conséquences légales possibles qui sont craintes, mais de moins en moins parce qu'il n'y en a plus de poursuites. Les groupes vulnérables, bon, c'est pas innocent que j'ai mis les groupes vulnérables en premier, sont-ils plus à risque, parce que c'est une question qui est d'ordre populationnel. Bien en dessous, quelles sont les personnes vulnérables d'une perspective clinique? Bien là, c'est différent. Alors, il y a deux études qui sont très souvent citées pour dire qu'il n'y a pas de dérive. Et c'est celle de Batten. J'ai fait un spécial là, pour vous écrire qui a été cité 274 fois, parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de dérive, mais on va voir qu'elle n'est pas fiable, cette étude-là. C'est une étude comparative entre les données sur le suicide assisté qui proviennent de l'Oregon et des données qui proviennent des Pays-Bas, selon différents facteurs. Aux Pays-Bas, évidemment, l'aide au suicide existe, mais très peu. Une fois que l'euthanasie existe, l'aide au suicide n'est pas tellement utilisée. Donc, on ne compare pas exactement les mêmes choses, mais on conclut que, entre autres, ça apparaît dans les résumés, puis les chercheurs, souvent, ça ne consulte que les résumés, n'est-ce pas? L'étude conclut dans son résumé que les personnes âgées, les femmes, les pauvres, les personnes moins éduquées, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les personnes atteintes de maladies chroniques non terminales, les maladies mentales, handicap physique mineurs ne sont pas à risque de mourir d'euthanasie. Le seul groupe qui reconnaissent à risque de mourir d'euthanasie, ce sont les personnes atteintes de sida. Sauf que les personnes atteintes de sida, maintenant, avec la trithérapie, je ne suis pas sûre qu'ils font tant que ça des demandes d'euthanasie. Le commentaire sur cette étude-là, c'est que ces conclusions-là sont apportées, malgré le fait que c'est écrit dans l'article, quand on lit l'article, les conclusions sont apportées malgré le fait que des différences importantes dans les méthodes utilisées par les études souches rendent impossible de déterminer l'incidence réelle de l'euthanasie chez les groupes étudiés. L'évidence, elle n'existe que pour les personnes âgées de 85 ans, alors que ces personnes-là ne sont pas plus à risque, de même que les femmes. Pour tous les autres groupes qu'on a énumérés tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'indication claire au point de vue populationnel que ces personnes-là seraient plus à risque. On est dans une perspective populationnelle. Alors, l'article non plus ne définit pas qu'est-ce que c'est un groupe vulnérable. Une autre étude qui est citée souvent, c'est celle de Norwood. C'est une étude qualitative d'observation auprès de 15 praticiens généraux qui suivent 192 patients qui sont soit en maladie terminale ou en fin de vie. Et alors, on décrit le comportement des médecins dans le cas des demandes d'euthanasie et on conclut que les requêtes d'euthanasie impliquent des délibérations extensives qui ne se terminent pas vraiment majoritairement par une euthanasie. C'est un fait, ce n'est pas toutes les demandes qui sont acceptées de toute façon. Et c'est sur des données de 2000-2001. Alors, 2000-2001, il n'y avait pas de loi encore. Mais pourquoi c'est suspect, cette étude-là? D'abord, sur 15 praticiens, on ne peut pas généraliser à partir de la pratique de 15 praticiens à Amsterdam. Ils reconnaissent d'ailleurs, mais le titre de leur article est trompeur, puisque vous pouvez le lire, là, Vulnerability and the Slippery Slope, indiquant des dérives, at the end of life. Et donc, c'est sûr que quand on a des chercheurs qui font de l'observation auprès de praticiens généraux qui font de l'euthanasie, ils vont vouloir avoir une pratique exemplaire, n'est-ce pas? C'est simple, là. Vous avez l'observateur, vous ne ferez pas des fautes, vous ne ferez pas spécialement des fautes. Alors, de cette étude, on ne peut pas conclure qu'il n'existe pas d'abus liés aux pratiques d'euthanasie aux Pays-Bas. Et ça, les auteurs sont honnêtes pour le dire à la fin de l'article. C'est juste que leur titre laisse entendre autre chose.
D'autres études, Chambert en Flandre, qui étudie la pratique d'euthanasie à partir des certificats de décès. Il considère qu'en conclusion de son étude, que les patients âgés sont moins souvent inclus dans les décisions, que l'euthanasie sans demande explicite, que les euthanasies sans demande explicite ont diminué pour tous les groupes d'âge, sauf pour les personnes de 80 ans et plus, donc des personnes qui ne l'ont pas demandé. Et ils en concluent qu'il n'y a pas d'évidence de dérive en fonction de l'âge. Parce que ça n'a pas augmenté pour les personnes de 80 ans et plus, mais si c'était déjà haut, ce n'est pas une très bonne indication. Une étude qui est très, très fiable ici, là, que vous avez, Levin et Parker, qui étudie la pratique d'euthanasie dans plusieurs pays, comme vous voyez, Pays-Bas, Suisse, Oregon, de 1950 à 2010. Ils ont retiré 24 articles sur 1579 parce qu'ils ont des critères pour juger de la fiabilité des conclusions des articles. Et c'est une revue intégrative des écrits qui n'est que très peu citée. Je pense qu'il est cité 18 fois là, par rapport à l'autre qui est tout à fait fautive. Mais regardez les conclusions. Aux Pays-Bas, pourquoi on parle des Pays-Bas? Parce que c'est là que les études sont les plus fiables. De 8 à 47 des personnes demandant l'euthanasie souffrent de dépression sévère. Et comment ils établissent la dépression sévère? C'est à partir de tests standardisés ou encore d'un diagnostic dans le dossier du patient. Et il y a 12 à 19 des demandes d'euthanasie qui sont refusées et qui concernent des personnes qui ont des symptômes de dépression. Mais il y a aussi quand même 2 à 10 des demandes qui sont acceptées et qui incluent des symptômes de dépression. Donc, eux, ils ont divisé leurs études en de haute qualité, de moyenne qualité, puis de moins bonne qualité. Et ici, ce sont des résultats à partir des études de très bonne qualité. Chambert, encore, avec des certificats de décès, mais des questionnaires aussi, avec un taux de réponse qui est moins élevé quand même, de 58 qui a considéré, c'était auprès de 208 médecins en Flandre, 148 euthanasies et aide au suicide avec des requêtes explicites et 66 euthanasies sans requête explicite. Et quels sont les groupes à qui ça correspond? Ces requêtes, ces euthanasies sans requête explicite, ce sont les personnes de 80 ans et plus, pour 52 des cas, non cancéreuses. Donc, en fait, c'est qu'il faut dire que dans ces pays-là, comme chez nous, ce sont les personnes atteintes de cancer qui ont plus d'accès aux soins palliatifs. Alors, ici, il s'agit de personnes non cancéreuses qui sont mortes à l'hôpital et sans discussion préalable. D'autres études mécènes qui a utilisé un questionnaire avec un très bon taux de réponse, considérant les personnes qui sont atteintes de sclérose latérale amyotrophique. Et ces personnes ont choisi dans une proportion de 16,3 l'euthanasie et de 14,8 la sédation palliative continue. Alors, c'est sûr que ces personnes-là sont des personnes qui se dégradent lentement. Ce sont souvent des personnes qui vont demander de l'aide au suicide quand elles peuvent encore le faire. Et donc, c'est un groupe... il y avait eu une étude antérieure par Veldin qui avait un taux aussi de 20 d'euthanasie parmi ce groupe-là. Et ici, ce que j'ai mis, parce que je trouve que les chercheurs ne s'intéressent pas beaucoup aux médecins qui font de l'euthanasie. Et il y a des études ici qui montrent la difficulté pour le médecin qui accepte de pratiquer l'euthanasie. Alors, on a l'étude de Sarcou à partir d'entretiens semi-structurés et qui donne des indications à l'effet que
la volonté de pratiquer des euthanasies est influencée par la nature exigeante de la demande. Là, ça ne va pas de soi pour un médecin, surtout s'il y a une relation thérapeutique longue avec son patient. La perception de la légitimité de l'acte et puis l'habileté à le faire. Alors ça, c'est important parce qu'on pense que c'est facile de faire ça, mais il y en a des euthanasies. Il y a des aides au suicide qui sont ratées parce que dans les rapports, on a, dans certains cas, euthanasie, aide au suicide et les deux. Fait que là, je me suis dit, comment ça se fait les deux? Les deux, c'est parce que l'aide au suicide n'a pas été réussie puis qu'on a dû faire une euthanasie par la suite. Donc, ça ne va pas toujours de soi non plus, de cette pratique-là. L'autre étude, celle de Van Marwijk, elle a été faite à partir de 4 groupes de discussion qui incluent des médecins et des infirmières et qui ont considéré qu'il y avait 4 phases qui étaient très chargées d'émotions dans l'acte d'euthanasie. Avant qui correspond à une tension, pendant qui correspond à un sentiment de perte et après qui considère un soulagement. De toute façon, les personnes qui ont participé à ces groupes de discussion trouvaient qu'il y avait un impact important sur eux-mêmes, leur vie, leur pratique. Et les enjeux étaient liés aux relations avec le patient, à la solitude dans ce rôle-là, au rôle de la famille et à la pression sociale. La pression sociale, c'est qu'une fois que la loi existe, puis que les personnes répondent aux critères inscrits dans la loi, bien, il y a une obligation aussi qu'on puisse leur fournir. Qui sont les personnes vulnérables d'un point de vue clinique, cette fois? Parce qu'on a posé la question du point de vue populationnel tout à l'heure. C'est celles qui sont aptes à décider pour elles-mêmes et qui ne sont pas aptes, pardon, qui sont inaptes à décider pour elles-mêmes et pour qui les tierces personnes vont prendre une décision d'euthanasie, que ce soit un médecin, un proche ou bien non, un comité d'éthique clinique, parce que là, on pense aussi au Québec à peut-être donner un rôle au comité d'éthique clinique là-dedans. Les soignants aussi qui vont subir des douleurs psychiques et morales importantes. Je ne dis pas que tous les soignants en subissent, mais il y a certains résultats d'études qualitatives, qui le montrent. Plus spécifiquement, les enfants, on n'a pas de statistiques sur les enfants, là, parce que c'est trop récent là, pour la Belgique, mais ils n'ont pas, évidemment, la capacité de comprendre tous les enjeux qui sont en cause. Et puis, en plus, les parents ont une relation d'autorité face à l'enfant. Des personnes très âgées qui n'ont pas de famille, qui ne sont pas consultées alors qu'une décision d'abréger leur vie est prise, ou encore des personnes inaptes, démentes, inconscientes, qui n'ont pas rédigé de directives anticipées et qui ne sont pas représentées alors qu'une décision d'euthanasie est prise en leur nom. Ça se passe surtout en ville, dans les hôpitaux, faits par des spécialistes. Il y a eu des études qui ont été faites à Bruxelles là-dessus. Des personnes âgées qui n'ont plus de famille, qui sont hospitalisées et qui ont une mort à brève échéance, mais on a pratiqué l'euthanasie sur elles. Les médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie, bon, ça, on l'a mentionné tout à l'heure. Alors, la discussion éthique maintenant. OK, les théories classiques, c'est sûr, condamnent le suicide d'abord, et puis, évidemment, l'euthanasie par la suite. On peut penser à la théorie de la loi naturelle, on peut penser aussi à la déontologie kantienne, de respecter la vie qui est un devoir absolu. Alors, les théories qui sont mentionnées ici, l'éthique de situation, une théorie bioéthique, celle de Engelhardt. L'éthique de situation, je penserais surtout à Joseph Fletcher, le théologien protestant, et l'utilitarisme peuvent considérer que dans certaines conditions, l'euthanasie peut être, ou le suicide peuvent être acceptables. Chez Fletcher, bien, c'est l'amour d'autrui. Hein? L'amour d'autrui peut faire en sorte que, dans certains cas, ça soit la solution acceptable à titre exceptionnel. Alors, ici, c'est intéressant parce que son argumentation, c'est finalement, si la personne n'a plus ses capacités intellectuelles, on peut contrôler la mort de la même façon qu'on contrôle la naissance. Lui, à la fin, en fait, c'est Pie XII, à la fin des années 50, qui avait parlé qu'on n'a pas une obligation morale d'utiliser les moyens extraordinaires. Lui, il s'est servi de cette position-là pour dire, s'il est moralement acceptable d'arrêter un traitement, pourquoi ne serait-il pas moralement acceptable de pratiquer l'euthanasie? Évidemment, on peut toujours critiquer une théorie éthique par une autre, hein?
Alors, on peut critiquer le situationnisme par les théories classiques. On peut aussi lui dire que l'arrêt de traitement devenu disproportionné au regard des buts à atteindre n'est pas considéré comme de l'euthanasie, même passive. En fait, Fletcher, c'est celui qui avait fait toutes les distinctions direct, indirect, passif, actif, etc., qu'on ne retient plus aujourd'hui parce qu'on considère simplement que l'euthanasie, c'est d'intervenir directement pour faire mourir une personne et non pas de cesser un traitement ou de ne pas donner un traitement qui existe parce que ça devient un trop lourd fardeau pour la personne. Alors, la décision de cesser un tel traitement implique une réponse plus adéquate aux besoins de la personne quand elle s'accompagne de soins palliatifs et de soins de confort. Et cesser des traitements qui maintiennent les fonctions vitales, ce n'est pas l'équivalent de laisser mourir une personne parce qu'on lui offre un traitement qui est plus approprié à sa condition. La théorie d'Engelhardt, en fait, c'est une... Engelhardt, il mise beaucoup sur l'autonomie. Peut-être que je vais sauter plus rapidement, là, parce que je vois que le temps passe. Lui, il mise beaucoup sur l'autonomie. Et donc, si une personne a des engagements envers d'autres personnes, elle ne peut pas se faire appel au suicide ou à l'euthanasie. Mais si elle n'a d'engagement envers personne, c'est moralement acceptable pour lui. On pourrait le critiquer avec l'approche Beauchamp-Childress parce que pour eux, l'autonomie n'est pas un principe plus important que la bienfaisance ou la justice. L'utilitarisme, considère la moralité de l'action en rapport avec les conséquences positives ou négatives qui en ressortent et pour toutes les personnes qui en sont affectées. Donc, s'il y a plus de conséquences positives à pratiquer une euthanasie, ça pourrait être moralement acceptable pour l'utilitarisme classique. De manière contemporaine, on s'intéresse aux préférences de chacun. Alors, si on regardait les résultats des sondages actuellement où les gens expriment leurs préférences, les médecins, les spécialistes, la population en général, on pourrait considérer que ça serait moralement acceptable du point de vue de l'utilitarisme. L'utilitarisme appliqué à la règle, alors ça, c'est d'essayer de comparer deux situations ou deux règles en rapport avec les conséquences qu'on peut anticiper. Donc, il s'agit de faire de l'évaluation des bénéfices par rapport au tort. On peut le voir à partir des théories et à partir des résultats d'études qu'on a déjà vus. Ici, c'est plus d'une manière théorique, là, mais je vais passer plus aux résultats d'études. On pourrait penser les bénéfices anticipés pour le Québec à partir des pays où est-ce que ça a été légalisé, un encadrement des pratiques. Mais on ne sait pas les pratiques, dans quelle mesure que c'est intégré dans la pratique de faire des euthanasies au Québec, là. On n'a pas de résultats d'études là-dessus. Le respect des volontés des personnes aptes, l'augmentation du nombre, de la qualité des discussions sur les traitements en fin de vie, cette valeur qu'on soit obligé de passer par l'euthanasie pour arriver à ça, et l'amélioration de l'accès à des soins palliatifs. Les torts anticipés, un nombre d'euthanasies après quelques années qui augmenterait, probablement comme partout ailleurs. Les dérives dans la loi, ouverture aux personnes inaptes, aux jeunes, aux enfants. Je pense que c'est difficile d'en rester à simplement les personnes en fin de vie qui sont aptes. Je ne suis pas sûre qu'on va en rester là. L'absence de contrôle judiciaire sur les pratiques qui ne sont pas respectueuses de la loi. Les cas non rapportés qui ne suivent pas les règles inscrites dans la loi, comme les euthanasies sans requête écrite ou explicite pour les personnes inaptes. Et la souffrance des soignants. Les bénéfices, les torts sans recours à une loi, mais comme je vous l'ai dit, c'est très difficile à évaluer parce qu'on n'a pas fait d'études quantitatives auprès des médecins pour savoir combien ils avaient de demandes, de qui ça venait, quelles étaient leurs conditions de santé et s'ils acceptaient ou non de pratiquer. On n'a aucune donnée là-dessus. Alors, ça c'est à peu près ce que je viens de vous dire, là. Évidemment, on pensait que les demandes risqueraient d'être rejetées s'il n'y a pas de loi, mais là, avec le jugement de la Cour suprême, c'est autre chose parce que ça ouvre la porte, justement, à ces pratiques. Et puis, il y a eu un vote de l'Assemblée nationale, là, on respecte la démocratie. Les limites à l'application de l'utilitarisme, l'implantation d'une loi varie selon le contexte. Les services à domicile aux Pays-Bas sont beaucoup mieux organisés qu'ici au Québec.
Et les soins palliatifs en Belgique, quand ils ont passé la loi, ils ont obligé les hôpitaux à avoir tant de pourcentage de lits de soins palliatifs dans chaque hôpital, ce qu'on n'a pas fait ici. Les conséquences d'une action et d'une loi, évidemment, ne sont jamais connues tout à l'avance, et puis la théorie de la vertu parlerait de prudence. Les principes maintenant, respect de l'autonomie, mais si les critères ne sont pas respectés, évidemment, on ne respecte pas l'euthanasie, l'autonomie de la personne. Selon les résultats d'études, les critères d'accès ne sont pas toujours remplis, mais ça, on l'a vu ensemble. Puis, il y a les personnes qui sont vulnérables. En plus qu'il n'y a pas une évaluation uniforme de ce qu'est l'aptitude par les médecins au Québec. Il faudrait penser aussi à respecter l'autonomie professionnelle. Il va y avoir une pression sur les médecins. C'est sûr qu'ils peuvent faire une objection de conscience, mais quand ils ont suivi un patient pendant de nombreuses années, mais peut-être qu'ils souhaiteraient, malgré tout, pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin. Puis il y a la question de la pression aussi qui va être exercée sur eux pour qu'ils répondent positivement à la demande. Les lois s'inscrivent dans une relation patient-médecin. C'est sûr, toutes les lois qu'on connaît à propos de l'euthanasie. Du point de vue éthique, c'est la relation de partenariat qui est valorisée, qui devrait être une relation égalitaire entre les deux personnes. Et en fait, c'est le médecin traitant, le médecin de famille, mettons, praticien général, c'est lui qui connaît le mieux son patient, qui est plus à même de juger de son aptitude, de sa compréhension et de sa détermination. Et donc, il serait plus approprié que ce soit le médecin de famille qui pratique une euthanasie qu'un spécialiste dans un centre hospitalier qui voit le patient de manière très ponctuelle. La bienfaisance et la non-malfaisance, bien, c'est toute la question de juger de la souffrance inapaisable. C'est sûr qu'il faut une bonne formation en soulagement de la douleur. Je ne suis pas sûre que ça existe non plus actuellement au Québec. La compétence, la décision devrait finalement être conjointe. C'est la personne qui souffre qui est capable de savoir si c'est tolérable pour elle. Mais d'un autre côté, c'est le médecin qui possède l'expérience et les connaissances pour soulager la douleur. Et donc, et qui connaît les techniques. Puis là-dedans, la douleur totale, bien, en fait, normalement, le médecin il est plus habilité à juger de la douleur physique. Donc, c'est l'équipe multi qui devrait être impliquée quand il s'agit de douleur totale. Et l'équité, bien, on devrait appliquer la loi de manière impartiale. On ne doit pas faire d'exception dans la loi, mais la question va se poser au point de vue d'équité. Est-ce que les personnes souffrantes auraient droit aussi d'avoir accès à l'euthanasie? Et c'est un des arguments éthiques qui pourrait faire en sorte d'encourager l'ouverture à d'autres groupes que ceux qui sont inscrits actuellement dans la loi, que celui qui est inscrit dans la loi qui concerne les personnes aptes. Alors, je vais vous parler maintenant des recommandations, je pense. C'est sûr que les principes, il y a certains conflits ou tensions entre les principes. Soulagement de la douleur, la personne peut refuser d'être soulagée tout en demandant l'euthanasie. Et toute la question de l'équité, est-ce qu'on doit revoir les critères pour être plus équitable et que les personnes qui sont inaptes mais qui souffrent beaucoup puissent y avoir accès? Alors, les recommandations, là, je termine là-dessus, limiter l'accès à l'euthanasie aux personnes en fin de vie aptes à participer aux décisions de soins et aux personnes inaptes qui l'auraient fait savoir dans des directives anticipées, adopter des critères cliniques clairs et uniformes pour juger de l'aptitude, favoriser l'aide médicale au suicide quand la personne en cause peut physiquement le faire, pour réduire le fardeau des médecins qui accepteraient de le faire, éviter d'en faire l'offre dans une option de soins, c'est-à-dire dans une liste d'épicerie à peu près, là. Attendre que le patient le demande, considérer l'euthanasie dans le cadre d'une relation de soins, développer les soins palliatifs et les inclure dans toute formation médicale universitaire, offrir des soins palliatifs si les douleurs ne sont pas apaisées, offrir la sédation continue, si c'est refusé, bien alors répondre à la demande, réserver la pratique d'euthanasie aux praticiens généraux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les former en relations humaines, connaissance de la loi et techniques d'euthanasie, inciter les pharmaciens à offrir un guide en matière de produits appropriés, autant pour le soulagement de la douleur que pour la sédation palliative ou l'euthanasie. Créer une banque de médecins consultants spécialement formés pour accompagner les médecins, ça existe en Belgique.
préciser les lignes directrices institutionnelles pour traiter des demandes, favoriser le dépistage et le traitement des dépressions chez les personnes âgées, les personnes gravement atteintes et les personnes en fin de vie, et finalement, favoriser la rédaction de directives anticipées chez les personnes qui sont aptes à le faire. Il y a une loi qui existe aux États-Unis pour ça, mais ça n'augmente pas vraiment le nombre de personnes qui font des directives anticipées. Et ça, c'est la bibliographie. Et puis, ça ici, bien, j'attends vos commentaires, vos questions. Et puis, si vous voulez recevoir le PowerPoint, bien, ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Merci beaucoup.